Alors, on a la chance ce soir d'avoir plusieurs intervenants de domaines divers. J'ai sur ma liste en premier Madame Nathalie Chèvre. Est-ce que vous êtes d'accord de commencer par une petite présentation personnelle? Alors, donc mon nom c'est Nathalie Chèvre. À la base, je suis ingénieure en environnement et puis je travaille depuis 25 ans sur le risque des substances chimiques pour l'environnement. Mais finalement, l'environnement c'est large, ça inclut aussi l'homme. Donc voilà, je m'intéresse à différents, en lien avec ça, je m'intéresse à différents domaines. La question des pesticides dont on parle beaucoup maintenant, mais aussi la question des médicaments, des hormones, etc., qui ont un lien, comme j'en parlerai tout à l'heure, avec les questions liées à la santé sexuelle. Voilà. Salomé Desprats. Moi, je suis étudiante en troisième année de psycho et j'ai été invitée parce que je travaille pour l'accueil santé en tant que père étudiante et que je m'intéresse à ces questions. Une père étudiante, c'est qu'en fait, on travaille à plusieurs étudiants le midi et sur Discord aussi. Mais le midi, c'est sur le terrain, on est sur l'Uni et on fait de la prévention pour tout ce qui est santé mentale, santé sexuelle et santé physique aussi. Du coup, on touche à la consommation de substances, d'alcool, euh, les difficultés de stress pour les examens, tout ça. On a aussi Sophie Perret. Voilà, moi c'est Sophie, je travaille à la Fondation Profa, où je suis responsable d'un programme qui s'appelle les Georgette in Love, qui est un programme de prévention par les pairs aussi. Ça veut dire que c'est une équipe de 12 jeunes qui ont entre 18 et 26 ans et qui vont faire de la prévention auprès des jeunes, principalement dans les établissements post-obligatoires, en milieu festif et puis aussi dans les maisons de quartier ou les foyers. Vous êtes avec votre collègue, Monsieur Alain Pfamater. Alors, moi, je suis le responsable des conseillers en santé sexuelle à la consultation de santé sexuelle de Profa. Donc, je chapeaute tous les conseillers qui sont répartis sur tout le canton de Vaud. Voilà. Ce qu'on vous propose, tout d'abord, c'est de faire peut-être un petit état des lieux. C'est vrai que quand on a proposé de parler de santé sexuelle, de sexualité et puis de durabilité, c'est vrai qu'on a eu on a eu quelques petites interpellations finalement sur quoi, comment, pourquoi interroger ces deux domaines et puis quel lien aussi on pouvait y trouver. Ce que je vous propose, c'est peut-être, Madame Chèvre, de commencer avec peut-être des apports un peu plus écologiques pour initier notre table ronde. Voilà, quand on m'a posé la question si je voulais intervenir ce soir, j'ai dit assez vite oui, parce que je trouvais que c'était quelque chose d'assez intéressant sur lequel finalement j'interviens très peu. Comme je disais, c'est plutôt en ce moment sur la question des pesticides. Donc en fait, je me suis assez vite posé la question santé sexuelle et environnement, est-ce qu'il y a un lien? Et puis, c'est vrai que moi, il y a une auteure que j'aime beaucoup qui est Theo Colburn. Donc, il y a eu Rachel Carson qui a mis en évidence justement le risque des pesticides et qui a montré quels étaient les effets toxiques de ces substances chimiques. Et puis, en 1996, il y a Theo Colburn qui a écrit son livre qui s'appelle Our Stolen Future, notre futur volé. Et c'est la première scientifique qui a mis le doigt sur ces fameux perturbateurs endocriniens. Donc, ces substances qui sont dans notre environnement immédiat, auxquelles on est beaucoup exposé, et puis qui semblent avoir des effets, et justement des effets sur le système hormonal et notamment sur les hormones sexuelles. Et puis, si j'arrive à lire mon PowerPoint, voilà. En 2019, par exemple, vous voyez un article ici de Planète Santé qui disait qu'en se basant sur les références de fertilité de l'OMS, on constate également que seuls 38% des Suisses possèdent des paramètres spermatiques, concentration, mobilité et morphologie supérieurs aux normes établies. Et puis, effectivement, pour expliquer cette dégradation, alors il y a plusieurs facteurs, mais un facteur qui est pointé du doigt, c'est effectivement l'aspect environnemental et puis justement, notamment ces fameux perturbateurs endocriniens. Donc, par rapport à ces questions-là, par rapport justement quels sont les effets de notre environnement immédiat et notamment entre autres des substances chimiques sur
la santé sexuelle de manière générale, il y a peu de réponses. Par contre, il y a des choses qui ont déjà été mises en évidence, notamment par rapport à la santé sexuelle des femmes. Je pense qu'il y a eu, vous avez certainement vu passer tous les articles qui montraient qu'il y avait potentiellement certains pesticides, justement, on y revient, dans les tampons ou dans les serviettes hygiéniques. Il y a la question de la pilule contraceptive. Je crois que c'est un des points que vous vouliez aborder plus tard, qui effectivement, lorsqu'elle est excrétée par l'organisme, se retrouve finalement dans les eaux et dans les eaux de surface, avec des questions qui se posent notamment vis-à-vis de la fertilité de certaines espèces comme les poissons, mais pas seulement, puisque finalement ces eaux, on les retrouve aussi au robinet. Donc la question est aussi de savoir quels peuvent être les effets à long terme de ces substances qui sont contenues dans les pilules contraceptives. Et puis en lien avec les hommes, la santé sexuelle des hommes, on a vu tout à l'heure effectivement cette baisse de la qualité du sperme. Il y a toute la question aussi des spermicides qui contiennent des substances qui peuvent être aussi toxiques sur le long terme, ce n'est pas seulement immédiat. Notamment spermicides qui peuvent être contenus dans les oui, comment est-ce qu'on dit, dans les capotes, je n'ai pas le nom en tête pour le moment. Donc pour moi, il y avait des liens, c'est pour ça que finalement j'ai décidé d'intervenir ce soir, il y avait des liens qui me semblaient assez importants entre ces questions d'environnement, les questions liées à l'environnement et les questions de santé sexuelle. Merci beaucoup pour ce plantage de décor. Je ne sais pas, Sophie Perret et Alain Pfamater, c'est vous qui, de concert, allez nous présenter aussi quelques éléments liés à des aspects de choix, enfin, voilà, de santé sexuelle et de choix dans ce domaine-là. Peut-être en introduction, je voulais vous dire qu'on va parler de santé sexuelle, enfin de sexualité de manière générale. Après, on est en petit comité, donc si vous avez des questions individuelles, c'est volontiers. Mais on peut aussi garder, enfin voilà, rester en contact pour des questions que vous n'aimeriez pas poser devant tout le monde. Et Alain et ses collègues sont aussi disponibles pour des consultations à la CSS, à la consultation de santé sexuelle. Et alors, la consultation de santé sexuelle répond à un mandat qui administre à tous les cantons pour s'organiser par rapport à des réponses qu'on appelle, une réponse au niveau des questions de planning familial. C'est donc une vieille formulation. Aujourd'hui, on parle beaucoup plus volontiers, enfin, on parle de santé sexuelle. Et les conseillers et conseillères en santé sexuelle donc, offrent une information pour toute personne vivant en Suisse qui doit être gratuite et accessible. Donc, les entretiens avec un conseiller et une conseillère sont toujours des entretiens qui sont gratuits, donc vous pouvez fixer un rendez-vous et venir chercher des informations dans tout le champ de la santé sexuelle. Après, on reprendra un peu plus peut-être d'autres détails concernant les thématiques qu'on va aborder. Et une autre chose en introduction, c'est qu'on va essayer d'utiliser un langage inclusif. Ça veut dire qu'on ne va pas partir du principe qu'une relation, c'est entre un homme et une femme, mais qu'il peut y avoir plein de sortes de relations possibles. Évidemment, on va beaucoup parler de contraception, donc cette partie-là sera un peu plus hétérocentrée, mais peut-être on pourra faire attention à avoir d'autres sujets pour que tout le monde se sente aussi concerné. Je vous ai mis une citation d'un livre qui s'appelle Foufoune cosmique, qui m'a d'ailleurs été conseillé par une des personnes de l'équipe des Georgettes. Et voilà, ça fait partie des références que je vous ai aussi mis à la fin du PowerPoint, peut-être pour aller plus loin. Ce livre, il est intéressant parce qu'il réfléchit à notre manière de vivre la sexualité et comment est-ce qu'on pourrait la vivre peut-être de manière plus consciente et aussi en lien avec les personnes qui nous entourent et l'univers qui nous entoure. Donc, c'est aussi une référence intéressante. Je voulais commencer avec cette citation « Fais du bien à ton corps ». On va pouvoir aussi élargir aujourd'hui à « Fais du bien à la planète ». Mais pour moi, la notion de plaisir, elle était importante. C'est vrai que, surtout quand on fait de la prévention en santé sexuelle, on parle beaucoup de risques. De choses auxquelles il faut faire attention. Ce soir aussi, on va voir qu'avoir une sexualité de manière écologique et respectueuse de l'environnement, c'est pas évident et qu'il n'y a pas de réponse toute faite et parfaite, mais on va réfléchir ensemble à comment est-ce qu'on va pouvoir faire des choix en fonction de nos sensibilités et de nos valeurs. Dans notre façon de travailler, nous, on part de la personne. Donc, on est vraiment très centré sur la personne, où elle est,
dans sa vie, dans son environnement, dans les relations qu'elle a pour pouvoir faire les choix les plus adaptés par rapport à ce qu'elle peut faire actuellement. Donc, il n'y a pas de façon juste, il n'y a pas de façon fausse de faire les choses. Il y a des façons d'être en harmonie avec ce qu'on fait actuellement. Donc, les notions aussi écologiques qu'on peut amener, il n'y aura pas de recette miracle toute faite. On va vous dire, bah, faut faire ça, ça et ça. Et si on fait ça pendant 30 ans, la planète, elle est sauvée. Non, on va pouvoir vous dire, ben voilà, il y aura des choses qui seront importantes. Et c'est vrai que ce que vient de dire Sophie, la notion de plaisir, elle est centrale. On a dégagé 3 thèmes. C'est plutôt pour vous donner des idées de questions pour la suite de la discussion ensemble et puis peut-être vous apporter déjà voilà, un peu un aperçu des thématiques qui nous intéressent, nous, sur nos terrains respectifs. Évidemment, ce n'est pas exhaustif et puis du coup, après, on pourra discuter ensemble d'autres choses. Du coup, on a le thème de la contraception, le thème des protections menstruelles, et puis il y avait aussi une demande pour parler du slow sex. Alors, la contraception, c'est vrai que c'est un sujet qui occupe beaucoup ces derniers temps, surtout parce que finalement, il n'y a pas vraiment de moyen de contraception idéal et qui correspond. Enfin, voilà, il n'y a pas une solution miracle. Quand la pilule a été inventée, c'était une vraie libération pour les femmes, c'était une manière de prendre leur sexualité en main, de décider d'avoir des enfants ou non. Et puis pendant longtemps, en fait, on en est resté là avec ce côté, cet élan très positif. Et puis maintenant, ce qu'on voit, c'est que les personnes se questionnent sur les impacts négatifs que ça a, les contraintes que ça représente aussi au quotidien. La première chose, c'est déjà l'impact que ça a sur notre corps. On l'a vu avec les scandales qu'il y a eu avec les pilules de 3e et 4e génération. Donc, les gens ont commencé à se questionner sur qu'est-ce que ça fait à notre corps, en fait, de prendre ces contraceptifs. Et puis ça, je me réjouis de le voir aussi avec Nathalie qui pourra nous amener des éléments de réponse. Et puis maintenant, depuis quelques années, en plus de cette question-là, il y a l'impact sur l'environnement. C'est vrai que les grèves du climat et les grèves féministes ont un objectif commun, c'est de trouver un mode de vie qui soit respectueux des personnes qui nous entourent et de l'environnement qui nous entoure. Mais voilà, du coup, en lien avec la contraception, quand on va faire un choix de contraception, il y a des personnes qui vont être sensibles à l'une ou l'autre de ces thématiques, ou deux, ou pas du tout. Et puis ça va déjà pouvoir nous donner des critères pour choisir une contraception. Et puis, depuis un certain temps aussi, on parle beaucoup avec les jeunes dans nos ateliers de la gestion partagée de la contraception. Que ce soit dans le cadre d'un couple hétéro de longue durée ou alors aussi entre partenaires occasionnels. Et déjà là, juste pour préciser, je parle de gestion de la contraception et puis pas juste de partage des coûts. Le partage des coûts, c'est un peu l'élément qu'on entend le plus souvent pour se répartir la contraception. Alors oui, évidemment, on peut partager les coûts, mais il y a plein d'autres choses qu'on peut partager. Et puis, ces autres choses, elles font en fait partie de toute la charge mentale de la contraception. Et puis ça, les jeunes se questionnent de plus en plus sur comment est-ce qu'on peut partager ça aussi. Donc la charge financière, mais aussi la charge mentale de la contraception. Et puis, moi, j'y vois 2 intérêts. J'y vois déjà un souci d'équité et de respect de valeurs féministes, mais aussi l'idée que chacune puisse vraiment profiter du rapport, l'esprit libre, et puis que ce soit un souci partagé, et puis pas qu'au moment du rapport, on se demande « Ah mon Dieu, est-ce que j'ai pensé à prendre ma pilule? Oui, non, etc. » Mais que ce soit vraiment quelque chose, une responsabilité qu'on partage. Et ça fait aussi que s'il devait y avoir un échec de contraception, la responsabilité, elle est partagée aussi. Et puis, avec ça, à mon sens, on pourrait... Ça donne aussi des éléments de réponse à comment vivre une sexualité positive et épanouie. Alors concrètement, il peut y avoir plein de choses. Ça peut être déjà de choisir son moyen de contraception ensemble avec les éléments qu'on va voir ce soir. Ça peut être appeler le ou la gynéco pour prendre un rendez-vous. Ça peut être justement aller acheter chaque mois la pilule, si c'est la pilule, mettre des rappels tous les soirs. Voilà. Il y a plusieurs éléments qu'on peut partager.
Donc, en résumé, le choix de la contraception, ça va dépendre de nos valeurs, de nos modes de vie, à titre personnel, mais aussi avec là où les personnes avec qui on a des rapports sexuels. Donc, ça fait beaucoup d'éléments à prendre en compte. Et vous allez peut-être être déçus ce soir, mais il n'y a pas une contraception miracle, écologique et pratique. Mais on va pouvoir vous présenter ce qui existe et puis que chacune puisse faire ses choix en fonction de ces éléments-là. Voilà. Peut-être je voulais aussi dire un mot sur la symptothermie parce qu'on a eu des questions aussi sur la symptothermie. C'est vrai que c'est présenté comme, disons, la méthode la plus naturelle. Alors, oui, c'est une méthode naturelle dans le sens où il n'y a pas d'hormones, parce que ce n'est pas vraiment une contraception en soi, c'est plutôt une gestion du cycle menstruel. Mais par contre, elle a aussi un impact sur l'environnement, dans le sens où, en fait, la moitié du mois, il y a quand même un risque de grossesse, et du coup, il faut pratiquer soit l'abstinence, soit utiliser un préservatif. Et puis là aussi, il y a une réflexion à avoir en termes écologiques. Et puis, un autre petit bout d'élément de réponse, ce serait la contraception qu'on appelle masculine. Mais là, ça peut aussi être une alternative intéressante dans le sens où déjà, ça permet un partage de la contraception, mais il y a aussi des options qui sont peut-être plus écologiques, comme par exemple le slip ou l'anneau chauffant. Mais là, encore, Alain va pouvoir répondre à vos questions à ce niveau-là. Alors, quand il y a une demande de contraception, quand moi j'ai commencé en tant que conseiller, vous étiez toutes et tous très jeunes, dans la mesure où c'était il y a plus de 13 ans, et c'est vrai que c'était un domaine extrêmement féminin, avec une responsabilité féminine, et finalement aussi peu de choix. On partait très rapidement sur la notion de pilule, parce que c'était aussi un consensus que la femme prenait la pilule, tout le monde prenait la pilule, il y avait quelque chose de très rassurant par rapport à cette méthode-là, et les autres méthodes étaient plus difficilement abordables ou abordées selon les personnes. Donc, quand des hommes venaient, c'était assez rare, et moi je les invitais en entretien, parce que je parlais déjà à l'époque de contraception de couple, ce qui était déjà assez presque mal vu, parce que on empiétait sur le domaine de la femme par rapport aux problématiques de contraception. Mais je partais sur le principe de dire qu'un homme informé pouvait être un homme responsable, et que s'il y avait un échec de contraception, il y avait plus de probabilité que les comportements soient adéquats et qu'on parte vers une responsabilité partagée si l'homme avait été correctement informé de la réussite et des limites de chaque méthode contraceptive. Donc aujourd'hui, les choses ont beaucoup évolué. Les hommes accompagnent plus régulièrement, mais ce n'est pas encore vraiment du tout systématique. Ils accompagnent leurs compagnes lors des entretiens. Et à ce moment-là, nous, on expose aussi toutes les méthodes contraceptives qui existent à l'ordre actuel. On parlera après peut-être plus en détail de la contraception masculine et pour vous dire où ça en est, parce que là, on n'en est vraiment qu'à des balbutiements pour l'instant. À partir de là, un choix contraceptif va être fait, et on va peser le pour et le contre pour finalement que le couple ait la meilleure des méthodes qui soit. On commence à avoir un consensus de parler de contraception de couple, on en entend de plus en plus. Moi, je pense que la prochaine étape, c'est qu'on va parler de contraception individuelle, où chaque personne sera responsable de sa contraception et prendra ses responsabilités en lien avec la potentialité qu'il a lors d'un rapport sexuel d'être face à une grossesse imprévue. On se retrouverait ainsi avec finalement une garantie de minimiser les grossesses imprévues et de ne pas être sur ce qui est encore assez commun aujourd'hui, bien que la jeune génération commence à se mobiliser, c'est excellent dans ce sens-là, on est quand même avec une charge qui incombe actuellement à la femme, et là-dessus, il faudrait qu'il y ait plus d'équité. Donc voilà.
la question des protections menstruelles. J'ai trouvé le chiffre qu'il y a chaque année 45 millions de serviettes et tampons qui sont jetés dans le monde. Donc, oui, c'est quelque chose qui sera intéressant de réfléchir ce soir. Nous, on va pouvoir vous présenter, si ça vous intéresse, des modèles, des options jetables ou réutilisables. Le choix va se faire en fonction de ce qui est pratique, agréable pour chacun, chacune, mais il y a aussi un côté financier qu'il faut prendre en compte. Je voulais juste vous dire que les règles, c'est oui, un sujet tabou, mais il y a une volonté, en tout cas de la part du canton, de faire de ce sujet un sujet de société. D'ailleurs, on a lancé hier un projet qui a été demandé par Cécile Marel sur la précarité menstruelle. Il y a eu un communiqué de presse aujourd'hui. Et puis l'idée, c'est d'installer des distributeurs gratuitement dans une cinquantaine d'établissements du canton de Vaud pour un projet pilote justement à ce niveau-là. Donc les choses sont un peu positifs, les choses sont aussi en train de bouger à ce niveau-là. Et puis cette thématique, elle est intéressante parce qu'elle a plein d'aspects, plein d'enjeux. Il y a des enjeux médicaux en lien avec le fonctionnement du cycle, la gestion des douleurs aussi. Et puis il y a des maladies comme l'endométriose. Il y a un aspect sociétal de comment est-ce qu'on parle des règles entre amis, entre proches, à l'école, etc. Et puis un aspect écologique en lien avec les protections. Et puis un dernier point, il y avait une question sur le slow sex. Alors, il n'y avait pas de questions spécifiques, donc je vous ai mis un espèce de brainstorming pour ce que ça voulait dire. En tout cas, pour moi, le slow sex. Ce sera intéressant de voir ce que ça veut dire pour vous et puis comment ça se concrétise. Mais l'idée générale, c'est d'avoir une connexion à son corps et à l'autre personne avec qui, ou les autres personnes avec qui on a du sexe. Et puis d'avoir une connexion entre le corps et l'esprit et faire du sexe, ce qu'on appelle en pleine conscience. Nous, dans nos ateliers, on n'utilise pas tellement ce terme-là dans le sens où on ne va pas faire un cours de slow sex, mais on va plutôt réfléchir avec les élèves à comment avoir une sexualité positive. Et puis, ça veut dire qu'on va aborder plusieurs thématiques. Le consentement, je dirais que c'est la grosse thématique dont on peut aussi discuter ce soir. Aussi réfléchir ensemble à en fait quelles sont les pratiques qui sont le plus véhiculées dans les pornos ou dans les films, et puis essayer de réfléchir à tout ça, déjà parce que il y a un côté très restrictif à parler de préliminaire pour ensuite avoir par exemple une pénétration. Ça ferme des portes, mais aussi ça ne correspond pas à tous les types de relations, donc on essaie aussi de remettre ça en question. La notion de performance, est-ce que c'est une obligation d'avoir un orgasme? Quand est-ce que le rapport se finit? Est-ce que ça se finit forcément avec l'orgasme de l'homme, comme ça on voit souvent dans le porno? Voilà, toutes des choses dont on pourra parler après, c'est juste des petits lancements de sujets pour vous donner des idées de questions. Je dirais que dans les problématiques qu'on peut rencontrer à la consultation de santé sexuelle, on voit des personnes qui viennent, on va dire plutôt parmi les jeunes, qui vont venir avec des notions de problématiques sexologiques. Et on se rend compte dans les statistiques, en fait, quand on donne une information correcte, 34,% des personnes vont trouver une solution à leurs problématiques. Donc, ça montre quand même que la façon dont on envisage sa sexualité, ce qu'elle devrait être, parfois, on va se retrouver avec de fausses attentes et qu'il va falloir que le rapport dure une certaine période de temps, qu'il faut avoir tout de suite une érection, qu'il faut... Voilà. Et la notion de slow sex est intéressante parce qu'elle permet... qui manque parfois aux personnes qui souffrent de manque de désir, de problématiques érectiles, c'est la connexion au corps. Et cet aspect-là, il est privilégié, il est à privilégier de manière générale, de toute façon, dans sa sexualité. Après, il faut trouver la bonne façon de le faire qui convient.
Mais ce qui convient à vous conviendra pas forcément à votre partenaire et conviendra peut-être pas à un autre partenaire. Donc, il y a mille et une façons d'imaginer ce slow sex, mais la sexualité, je dirais de manière générale, où on est dans un véritable ressenti au niveau corporel pour bien connecter, être connecté à ce qui se passe dans le corps et pouvoir aller vers du plaisir. Et ce plaisir, il est souvent en lien avec une notion de pénétration. Donc, on se rend compte que quand on parle de ne pas avoir des rapports, par exemple, sans pénétration, on peut avoir des personnes en entretien qui sont surpris, qui disent mais alors quel est l'intérêt, mais en fait de compte c'est parce que d'autres choses n'ont pas été forcément explorées, ressenties, appréciées, et que finalement il y a mille et une choses à pouvoir faire, développer au niveau de sa sexualité pour ressentir du plaisir qui ne déboucherait pas forcément aussi sur un orgasme. Et ça, effectivement, on va reprendre ces notions par rapport autour de cette course à l'orgasme, de cette course à la performance, et qui finalement nous fait perdre énormément de temps, d'énergie, et peut-être amener de la frustration chez bon nombre d'entre nous. Dernière slide, je vous ai mis 2-3 références. Alors, il y a 1000 références que j'aurais pu mettre, mais j'ai dû faire un choix. Peut-être juste Jouissance Club, c'est aussi un compte, enfin, c'est à la base un compte Instagram, mais maintenant, il y a un livre c'est un peu la Bible du sexe non pénétratif, pour résumer. Foufoune Cosmique, c'est le livre dont je vous parlais avant. Et puis, ceci, à mon sens, c'est un livre aussi sur les règles. Et puis après, je vous ai mis quelques podcasts. Vox, c'est des podcasts porno pour justement avoir une autre manière de consommer du porno. Et puis un compte Insta, il y en a aussi 1500, mais celui-là résume assez bien pas mal de thématiques. Peut-être pour ancrer un peu ces éléments dans quelque chose de la vie estudiantine, est-ce que Salomé, vous seriez d'accord de peut-être nous mettre nous amener quelques éléments par rapport à ce rapport entre l'environnement et sa santé sexuelle, entre la sexualité et l'environnement, des éléments peut-être que vous auriez rencontrés dans les échanges avec d'autres étudiants, dans vos interventions de pairs. Elle en est où la communauté estudiantine de l'UNIL par rapport à ces réflexions, ou en tout cas celles que vous avez pu rencontrer sur le terrain? Il y a plusieurs discussions qui se regroupent autour de certains thèmes. Du coup, par exemple, justement, la précarité menstruelle, c'est un sujet qui revient assez souvent au sein des étudiants parce que, comme ça, on n'a pas l'impression que beaucoup de personnes y sont sujettes, mais en fait, il y a quand même beaucoup d'étudiants et de menstruateurs, je crois qu'on est comme ça, qui sont sujets à cette précarité. Et en fait, il y a un peu il y a comme un espèce de dilemme parce que d'un côté, on voit justement ces informations horribles sur ce qu'il y a dans les tampons, les serviettes, et du coup, on voudrait avoir accès à une culotte menstruelle ou une cup menstruelle même. Et de l'autre côté, ça coûte cher et donc on peut pas toujours y avoir accès. Du coup, il y avait un peu ce dilemme pour certaines personnes. Par rapport à la contraception, en fait, j'ai discuté avec plusieurs filles qui m'ont dit que pour elles, que leur partenaire, c'était des cas de couple hétérosexuel, que leur partenaire soit en charge de la contraception, ça leur faisait peur parce qu'en fait, c'est elle au final qui allait tomber enceinte. Et du coup, il y avait comme une anxiété de moi, je le laisse faire, mais c'est moi qui vais payer. Super, merci Salomé. Ça nous met aussi en piste pour quelques éléments peut-être que vous avez
quelques questionnements que vous avez. Ce que je vous propose, c'est, alors on n'est pas très nombreux, mais peut-être de vous donner la parole et puis de vous permettre, comme vous avez la chance et on a la chance voilà, d'avoir plusieurs intervenants, peut-être de les questionner et puis ensemble de se questionner sur finalement quelles seraient les pistes pour ne pas oublier le plaisir, comme a dit Monsieur Pfamater, mais finalement ne pas rester aussi avec cette inquiétude peut-être de voilà, d'avoir un impact sur sa santé, sur son environnement qui sont intimement liés. Ensuite, c'est très, très variable selon les cantons. Il y a une obligation d'avoir l'éducation sexuelle à l'école obligatoire, mais il n'y a rien pour le post-obligatoire. Et en fait, dans le canton de Vaud, on est assez bien lotis parce que c'est fait par des professionnels, enfin, qui ont une formation spécifique en santé sexuelle, qui sont nos collègues à Profa. Mais ce n'est pas le cas des autres cantons. Dans les autres cantons, ça peut être le prof de biologie, ça peut être l'infirmier, l'infirmière scolaire. Voilà, donc c'est très, très variable selon les personnes. Après, pour le canton de Vaud, je pense que ça a bien évolué depuis qu'on était, je ne sais pas quel âge vous avez, mais à l'école. Nos collègues formateurs, formatrices abordent les mêmes questions que nous. On va parler d'homophobie, on va parler de sexisme, on va parler de contraception masculine, on va parler voilà, de tous ces éléments-là, de consentement. En fait, on a pas mal de partenariats avec eux sur voilà, différents sujets. On a par exemple un atelier commun qu'on vient de lancer avec le service d'éducation sexuelle sur la question du harcèlement sexuel. Donc oui, toutes ces thématiques, elles sont abordées. Après, il y a juste une grosse limitation, c'est le temps qu'on a à disposition. Parce qu'en fait, dans toute la scolarité obligatoire, il y a 10 heures d'éducation sexuelle. Et puis, en comparaison, il y a après genre 8000 heures de français, pour vous donner un peu le ratio. Et puis c'est une fois tous les 2 ans depuis tout petit. Donc, petit, on va parler du rapport au corps, de ce qu'est l'amour, ce qu'est l'amitié, voilà, ce genre de choses. Et puis après, disons, l'âge où on pourrait parler de tous les enjeux dont on parle maintenant, et bien finalement, c'est 2 heures de temps. Et puis, toutes les informations qui sont liées au risque, VIH, IST, et puis grossesse non planifiée, et bien on est bien obligé de les transmettre. Donc, ce n'est pas un manque de volonté de parler de tous ces sujets, c'est juste une limitation au niveau du temps. Et puis moi, je compléterais en disant que les cours d'éducation sexuelle se font quand même dans une vision qui est positive. Même si c'est beaucoup plus intéressant pour des politiciens qu'on diminue le nombre de grossesses imprévues et telle infection sexuellement transmissible, si on leur dit on va parler du plaisir aux jeunes dans les écoles, c'est pas comme ça que certains politiciens de certains milieux vont adhérer complètement au concept. Mais malgré tout, l'approche, elle est positive et on explique qu'est-ce qu'il faut faire pour rester dans une bonne santé sexuelle lors des cours d'éducation sexuelle. Et c'est aussi une approche qui va se faire de façon inclusive. Et ce qui a beaucoup changé ces dernières années, c'est aussi qu'on ne va plus aborder un sujet précis et puis ensuite passer à un autre. Il y a des sujets qui vont être transversaux. Par exemple, si on prend la question de l'homosexualité, on ne va pas ouvrir sur la question, alors maintenant parlons d'homosexualité, etc. Ça va être plutôt qu'un formateur, une formatrice va dire, eh bien, parlons maintenant de comment c'est de s'embrasser. Alors, on peut s'embrasser, un homme peut embrasser une femme, 2 hommes peuvent s'embrasser, une femme peut embrasser une autre femme. Et on va être dans une vision beaucoup plus transversale qui fait que certaines thématiques, des fois, on n'a pas l'impression qu'elles ont été abordées, mais finalement, on en a parlé pendant tout le temps. Donc ça, je dirais que c'est aussi un des grands changements qu'il y a au niveau de l'éducation sexuelle. Et puis après, c'est vrai que pour le secondaire,
toutes ces dernières années, on a essayé qu'il y ait des choses qui se mettent en place. Et au final, c'est la volonté des écoles de faire appel aux Georgette Love de Sophie ou pas. Et puis, certains directeurs d'école disent c'est plus important que les jeunes aient faire une sortie de ski plutôt que d'avoir un cours, un atelier où on va parler des compétences à développer et d'affiner ces aspects-là au niveau de la relation à l'autre, de la relation à soi, des compétences en lien avec la sexualité. Donc, les choses vont de mieux en mieux, mais c'est vrai, on vous rejoint, c'est que c'est pas encore idéal. Et la dernière chose que je dirais, c'est qu'aussi, tout dépend du moment où vous allez intervenir. Si vous n'êtes pas à un moment dans votre vie où la sexualité, parce que vous avez 12 ans, ça ne vous intéresse absolument pas, vous allez peut-être rien entendre et vous allez peut-être même avoir le souvenir, et on connaît des jeunes qui disent ça, j'ai pas eu d'éducation sexuelle à l'école. Et un an plus tard, ils sont plein là-dedans et là, ils auraient besoin d'avoir les informations, mais malheureusement, ça a eu lieu avant. Il faudra attendre une année plus tard et puis ils peut-être dire à la formatrice, vous arrivez à une année trop tard, ça fait plus d'une année que je me pose des questions. Donc, on est aussi tributaire du développement individuel de chaque personne qui va se faire à leur propre vitesse. Eh bien, il y a les soirées des parents d'élèves qui ont lieu. Donc, les parents sont invités un soir après l'école et le formateur ou la formatrice va les recevoir et expliquer qu'est-ce qui va être dit. Pour pas aussi qu'il y ait de fausses représentations. On ne va pas leur apprendre à se masturber ou quoi que ce soit parce qu'effectivement, on peut entendre un peu de tout. Qu'est-ce qui va se passer pendant ces cours où le prof va être également absent. Et puis, les parents peuvent faire en sorte que leur enfant ne participe pas au cours, mais ils doivent être actifs dans le processus. Ça veut dire qu'ils vont devoir écrire une lettre à l'école pour dire « je ne veux pas que ma fille ou que mon fils participe à ces cours-là ». Ce qu'il faut savoir, c'est que pour le canton de Vaud, c'est extrêmement rare que des enfants ne puissent pas suivre le cours d'éducation sexuelle. Je peux peut-être répondre pour le poste obligatoire parce que nous, du coup, on a plus de contact avec les parents, donc les parents ne sont même pas au courant qu'on vient. Mais par contre, au début d'atelier, on dit aux jeunes que ce n'est pas obligatoire, que s'il y a des personnes qui ne sont pas à l'aise pour des questions de religion ou autres, elles peuvent sortir, mais ça n'arrive franchement pratiquement jamais. En fait, du moment qu'on parle de sexualité de manière générale et puis justement pas je sais pas comment vous allez vous masturber, les gens sont rassurés. Donc, par exemple, l'année passée, c'est jamais arrivé qu'une élève sorte de la classe. J'imagine que c'est quand même, pour la question environnementale, nettement moins problématique, pour une question de quantité simplement. Ouais. C'est que la pilule contraceptive, elle est prise par un certain pourcentage de la population féminine toute l'année, etc. Donc, il y a vraiment un rejet régulier. Et le problème des espèces de l'environnement, c'est d'être exposé toute l'année et puis justement d'avoir un effet sur le long terme. J'imagine que c'est nettement moins important dans le cas de la pilule du lendemain. Par contre, sur la santé humaine, je ne sais pas. Donc, je vous laisse répondre. Alors oui, donc nous on ne conseille pas d'utiliser la pilule d'urgence comme méthode de contraception. C'est vraiment quand la contraception a échoué, on va chercher la pilule d'urgence si effectivement on est dans une situation où une grossesse serait pas bienvenue à ce moment-là. Pourquoi est-ce qu'on ne se réfère pas, par exemple, pour une personne qui dit « mais moi j'ai de temps en temps un rapport sexuel, si j'allais le lendemain chercher ma pilule d'urgence, je réglerais la problématique d'une grossesse », eh bien parce qu'elle n'est pas aussi fiable qu'une pilule contraceptive prise régulièrement. Pour vous donner un peu le chiffre, la pilule contraceptive, elle est sûre à 99,7%. Donc, on a un taux qui est excessivement
élevée, si ce n'est dans les plus élevés. D'un point de vue pratique, elle est aussi élevée qu'un dispositif intra-utérin, la progestérone ou un implant, parce que dans la théorie, les oublis n'existent pas, mais la pilule, on peut quand même des fois l'oublier. Il peut y avoir des interactions aussi avec certains médicaments. Pour la pilule d'urgence, c'est plus difficile d'avoir des chiffres sur sa réelle efficacité parce que une femme ne va pas prendre une pilule d'urgence au même moment que toutes les autres femmes. Elle sera à des moments de son cycle qui sera différent. Et puis, elle va le prendre peut-être plus ou moins tardivement par rapport au rapport sexuel. Donc, on a des chiffres qui sont moins fiables, mais généralement, sur une centaine de femmes qui vont prendre une pilule d'urgence, vous en aurez 1, 2, 3, 4, voire 5, voire peut-être plus, qui vont se retrouver enceintes parce que la pilule n'aura pas fonctionné. Donc, après, si on parle d'un point de vue environnemental, vous pouvez imaginer que si la femme décide de garder la grossesse ou décide de faire une interruption de grossesse, on est dans d'autres enjeux qui sont aussi difficilement évaluables par rapport à ça. Donc, on conseille vraiment vivement de plutôt, si une femme décide d'utiliser la contraception d'urgence, de le faire que dans des cas d'urgence et d'utiliser une contraception sûre lorsqu'elle a des rapports sexuels avec son partenaire masculin. Je peux juste dire quelque chose parce qu'en fait, j'aime pas dire que je sais pas, donc je suis vite allée voir. Mais en fait, la pilule qu'on utilise quotidiennement, elle contient essentiellement des hormones féminines qui sont de l'estradiol et de la progestérone qui peuvent être en mélange. La pilule du lendemain, c'est autre chose, c'est d'autres hormones. Donc de toute façon, on peut pas comparer en termes d'effets sur la santé non plus. Ni sur l'environnement. Donc c'est aussi ça, c'est pas non plus le même, c'est pas comme si c'était plus d'œstrogène ou plus de progestérone qui était pris en un coup pour avoir une influence abortive en fait. Donc on n'est pas sur les mêmes substances du tout. Et puis, je pourrais peut-être juste rajouter sur les effets sur la santé. C'est vrai que nous, on entend en tant que service de santé beaucoup plus de personnes qui ont des effets secondaires avec une pilule d'urgence plutôt qu'avec une pilule mini-dosée. Voilà, donc ça, ce serait peut-être les limites. Effectivement, sur les questions d'accès à une information en lien avec la contraception, toute personne ne peut pas forcément venir à la consultation de santé sexuelle. L'éducation sexuelle fait un grand travail dans les écoles pour informer les jeunes. Et des fois, quand on leur demande aux jeunes, mais comment vous avez su, vous pouvez venir chez nous, puis je me rappelle d'un jeune qui me disait, mais j'ai toujours su. Puis je dis, vous n'êtes pas né avec cette information-là. Puis en fait, compte, ça a été dit pendant les cours d'éducation sexuelle et il l'avait complètement intégré. Et le jour où il a eu besoin, il a pu venir. Donc, pour des personnes migrantes, c'est juste ce que vous dites, ces personnes-là ont grandi ailleurs, n'ont pas reçu ces cours d'éducation sexuelle et n'ont pas l'information. Donc, pour ce faire, nous avons du temps de travail qui est dévolu pour pouvoir toucher les personnes et savoir qu'on existe et qu'elles puissent venir à notre consultation. Donc, on travaille avec des associations, style Appartenance, Les Réécrire, pour que parfois on travaille avec elles pour savoir quelle est la meilleure façon de faire. Ce qu'on a mis assez facilement au point, c'est des ateliers de santé sexuelle dans nos locaux. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller faire un cours, par exemple, lire et écrire, ils vont venir chez nous à ce moment-là pour pouvoir voir les locaux, poser des questions et savoir comment venir chez nous. Faire connaissance des fois avec le ou la professionnelle qui travaille dans nos locaux et puis ensuite pouvoir peut-être revenir. Et on voit généralement quand on fait ce type d'atelier, des gens vont revenir un jour après, une semaine après. Et puis après, au moins, ils ont l'information, ils pourront venir. Mais on n'arrive pas effectivement aussi des fois à toucher toute la population au niveau du canton de Vaud. Je vais peut-être ajouter, en fait, dans le service dans lequel je travaille, il y a un programme qui est spécifique aux personnes migrantes qui s'appelle Migration et Intimité. Donc, c'est aussi des personnes que vous pouvez contacter si vous avez des questions spécifiques à ça. Et puis, on des suivis individuels, mais aussi des ateliers et des consultations en lien avec l'EBAM, par exemple, ou au Point d'eau.
Il y a aussi 2 fois par semaine des consultations en santé sexuelle. Donc, c'est un élément de réponse. Et puis un autre élément de réponse, c'est qu'on intervient, nous, l'éducation sexuelle et du coup la consultation dans les EDT. Ça s'appelle les écoles de la transition. Avant, ça s'appelait les OPTI. Donc, c'est en fait une année supplémentaire pour des personnes soit qui sont récemment arrivées en Suisse, soit qui ont des difficultés d'apprentissage. Et puis là, en fait, il y a les 3 services qui interviennent sur une année pour faire le lien. Enfin, déjà, il y a des cours d'éducation sexuelle, du coup, mais aussi pour faire le lien avec les différents lieux de consultation sur le canton nouveau. Donc, les élèves sont accompagnés sur le lieu de consultation. Il y a 2 enjeux. Il y a un enjeu environnemental du fait de jeter du matériel qui a été utilisé pendant un petit moment. Et puis, il y a aussi un enjeu pour notre propre santé. Peut-être Nathalie, tu pourras peut-être en dire plus sur les composants de ces produits-là. C'est vrai que nous, on essaye de montrer plusieurs alternatives réutilisables et jetables. Et puis peut-être que ce que je voulais répondre avant à Salomé par rapport à la précarité menstruelle. Si jamais il y a un magasin à Renan, c'est une petite astuce comme ça, qui s'appelle Ranute, et qui a un système, enfin qui est en fait un magasin de produits menstruels réutilisables, du coup, avec des produits de qualité, généralement en coton bio, et plus ou moins local. Enfin, il y a pas mal de critères de qualité. Et puis, ils ont un système de culottes suspendues, comme les cafés suspendus dans les restaurants, mais des culottes suspendues. Parce que l'idée est justement de pouvoir rendre ce matériel-là accessible au plus grand nombre de personnes. Donc, ça peut être une astuce à donner voilà, quand vous rentrez des jeunes sur le terrain qui n'ont pas forcément d'argent. Et puis après, par exemple, si on parle des culottes, il y a des prix très variables selon les marques, selon la qualité. Généralement, c'est une 50aine de francs, mais après, il faut compter qu'on en achète quand même 4 ou 5 pour la durée des règles, mais que ça se garde plusieurs années si elles sont bien entretenues. Donc, c'est aussi un élément à prendre en compte. Il faudrait faire un petit calcul individuel de combien ça nous coûte des serviettes ou des taureaux jetables et combien ça nous coûterait du matériel réutilisable. Tu veux bien expliquer, Sophie, tu veux bien expliquer ce que c'est une culotte suspendue, peut-être, pour ceux qui ont quelques questions? Culotte suspendue. En fait, l'idée, c'est que quelqu'un qui visite le magasin ait envie d'aider d'autres personnes qui n'auraient peut-être pas les moyens. Et du coup, en fait, il y a une caisse. Donc, on peut payer soit une partie d'une culotte ou d'une serviette, soit l'entier pour une prochaine personne qui viendrait et qui aurait envie d'acheter quelque chose, mais qui n'en aurait pas les moyens. Donc, ça fait du matériel soit très peu cher, voire même gratuit si vous avez de la chance et que quelqu'un a déjà payé une culotte en avance. C'est dire qu'il y a aussi du matériel à la COP et à la Migros qui sont pas très chers. Je crois que les culottes à la COP, c'est genre 24 francs. Mais après, c'est des produits qui sont faits en Chine et puis qui sont pas bio. Donc, il y a aussi une balance à avoir voilà, sur l'impact environnemental à ce niveau-là. Et puis la cup, elle s'utilise aussi. Je ne me rappelle plus combien ça coûte. Je ne sais pas si quelqu'un a une idée de combien coûte une... 30 francs. 30 francs. Elle s'utilise aussi sur plusieurs années. Et puis une option qui n'est pas très connue, c'est les éponges naturelles, qui sont vraiment des éponges en fait, qu'on peut trouver dans la mer. Donc c'est vraiment un produit 100% naturel et qui s'utilise en fait comme des tampons. Et puis, elles sont aussi lavables et réutilisables sur une année. Et puis, ça se trouve à Ranute, justement, mais aussi en pharmacie. Et puis, c'est pas très cher. Il me semble que c'est 20 francs pour 3 éponges ou quelque chose comme ça. Donc, ça peut aussi être une option. Et puis, un aspect intéressant de ces éponges, c'est qu'on peut les garder pendant les rapports. Alors, si je peux quand même juste faire 2 points. Le premier, c'était sur les déchets et puis la réutilisation. Alors, j'ai jamais vu d'études qui ont été faites sur
serviettes hygiéniques, mais ça a été beaucoup fait sur les couches culottes pour les enfants. Désolée pour le lien entre les deux. Mais ce n'est pas si clair de savoir qu'est-ce qu'est le mieux aussi, parce que en fait, ça dépendra beaucoup comment vous allez laver, utiliser, enfin réutiliser, combien de temps vous allez réutiliser ces serviettes ou ces culottes qui sont censées être réutilisables. Si vous utilisez par exemple beaucoup de produits pour les nettoyer comme il faut, etc., bah, ça peut être pas forcément mieux. Donc, je pense que la mauvaise conscience, se dire on utilise beaucoup de serviettes et puis c'est mauvais pour l'environnement, oui, mais je pense que c'est un élément important, mais voilà, voilà, c'est important d'y penser. Après, il y a aussi des fois le côté pratique, donc des solutions mixtes, ça peut aussi être bien, mais ça ne doit pas être le seul argument pour se dire il faut absolument passer à une culotte ou bien à des serviettes en tissu. Puis l'autre élément que j'ai rapidement évoqué avant, puis je voulais revenir dessus, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'articles ces dernières années qui disaient que justement on trouvait des pesticides, etc., dans les tampons, dans les serviettes. Oui, mais là aussi, pour moi, il y a un gros mais, c'est que finalement, si vous analysez les habits que vous mettez, si vous analysez tout ce que vous utilisez au quotidien, vous allez trouver des choses parce que maintenant, les chimistes vont tellement à des concentrations tellement faibles qu'on trouve tout partout. Donc, ce n'est pas une bonne chose qu'on trouve ces substances comme du glyphosate et autres dans les tampons ou dans les serviettes. On ne devrait pas le retrouver, mais ce n'est pas ça non plus forcément qui va mettre votre santé en danger parce que vous êtes exposé à ces substances. On ne peut pas y échapper via plein d'autres sources. Et je pense qu'il ne faut pas non plus avoir peur de ça, voilà, parce que les magazines ont tendance à mettre en évidence ce qu'ils ont trouvé. Ils ont payé ces analyses relativement chères. Mais voilà, on ne sait pas quels sont les effets sur le long terme, on ne sait pas les risques sur la santé et ça s'ajoute quelque part à tout ce à quoi on est exposé via l'air, via l'eau, via l'alimentation, etc. Donc là aussi, je crois qu'il n'y a pas non plus malgré les articles de journaux, il n'y a pas non plus de panique à avoir sur le fait qu'on trouve certaines substances, notamment des pesticides dans les serviettes ou dans les tampons, par exemple. Enfin, c'est mon avis, voilà. Et puis, je rebondirais peut-être sur, finalement, est-ce que c'est vraiment un problème pour l'environnement? Parce qu'on entend que maintenant, on a des stations d'épuration tellement performantes qui arrivent à filtrer de manière beaucoup plus efficiente qu'avant. Est-ce que ça reste une problématique ou bien est-ce que c'est quelque chose, comme vous dites, qui a peut-être été aussi amplifié? Alors, pas encore. Les stations d'épuration, c'est d'ici une quinzaine d'années qu'on les aura. Il y en a une ou deux par-ci, par-là, donc on n'y est pas encore. Et puis, en attendant qu'on les construise, on a tendance à relarguer un peu plus parce qu'on doit les construire entre deux. Donc, non, disons que je pense que c'est quand même encore un problème actuel, ce problème de relargage des substances chimiques, mais de manière générale. Je parlais des médicaments avant, je parlais de la pilule contraceptive dans les eaux. Et puis, je pense qu'on a intérêt effectivement à réduire. Après, il y a peut-être des choses à réfléchir avant de réfléchir c'est-à-dire la pilule, c'est l'exemple que je prends pour mes étudiants dans les classes. Je leur dis c'est facile de dire on interdit les pesticides, c'est un peu plus compliqué de dire on va interdire la pilule. Donc voilà, ça pose d'autres questions et je pense que c'est pas aussi simple quand on parle de ces questions environnementales. Et c'est d'ailleurs une des raisons qui a fait qu'on a décidé de mettre en place des traitements dans les stations d'épuration. Maintenant, même le jour où on aura des stations d'épuration très efficientes, il y a encore des rejets dans les eaux qui se font, notamment quand il pleut. Et là, voilà, il continuera à y avoir ces rejets moins, mais il continuera à se retrouver dans les eaux. Alors, avant d'aborder l'aspect, on a parlé avant de contraception masculine thermique, je précise comme qu'il existe aujourd'hui des préservatifs dits vegan qui sont sans caséine et qui sont normalement produits de façon équitable. Il y a un soutien aux agriculteurs qui sont locaux et qui sont en latex de caoutchouc naturel. Ils sont un peu plus chers que les préservatifs classiques et vous pouvez en trouver aussi à la consultation de santé sexuelle. On les a depuis un an, on les propose à la vente et on les propose à des prix un peu plus abordables que ce qu'on a dans le marché. Alors après, par rapport à la contraception masculine, il y a deux grands champs en matière de contraception masculine. Il y a la contraception
masculine hormonale et la contraception masculine thermique. Alors, au niveau hormonal, il y a eu des méthodes qui ont été validées par l'OMS, mais qui ne sont pas encore actuellement sur le marché. Un des arguments qui est avancé, c'est qu'elles ont des effets secondaires, qui sont des effets secondaires similaires à ce qu'on retrouve dans la contraception féminine. Donc, j'invite, moi je pense qu'il faudra compter sur une femme un jour qui sera PDG d'une entreprise pharmaceutique pour que les choses peut-être bougent dans ce sens-là et que finalement, en matière de contraception hormonale, il y ait un choix qui soit proposé. Actuellement, il n'existe rien sur le marché. On part sur des idées plutôt de contraception à base d'implants, voire d'injections. Il y a la question de la pilule masculine qui se pose. Alors, les hommes sont plutôt intéressés par une idée de contraception par implant, de manière générale, comme ça, mais s'ils devaient passer à la réalité, qu'on leur mette réellement un implant, ils préféraient une pilule. Donc, par rapport à ces questions-là, on est aussi sur des notions de ce que c'était Mathilde qui avait posé la question de départ, ou non, Salomé qui évoquait le fait que des femmes avaient peur si, au final, leur partenaire prenait mal leur contraception et qu'elles se retrouveraient enceintes. C'est vrai que cette crainte, ça fait des années qu'elle est présente. J'ai eu des femmes en entretien qui disaient « Ouais, mais quand une contraception pour les hommes ?» Puis je disais « Mais est-ce que vous seriez à l'aise si un homme prend une contraception tous les jours et oublie, c'est vous qui vous retrouvez enceinte ?» Et puis là, c'est presque comme si le débat était clos. Aujourd'hui, les choses ont quand même beaucoup avancé. Donc, au niveau de la contraception hormonale, pour l'instant, on est un petit peu dans le stand-by. Alors, les choses bougent plus au niveau de la contraception thermique. Il y a deux types de méthodes qui sont en place. Ce qu'on appelle Alors, à un moment, on parlait du slip chauffant. Il y avait même des appellations moins romantiques, comme le remonte-couille toulousain, parce que le médecin qui avait créé ça, il était à Toulouse. Aujourd'hui, on est plutôt l'idée de parler de slip contraceptif, parce que ces notions amenaient des fausses notions comme quoi ça allait chauffer dans le slip, et puis qu'on remontait les testicules, puis qu'ils peut-être ils redescendraient plus. Donc, ce qui n'est pas le cas, on soulève les testicules pour qu'ils soient à la température du corps, et s'ils sont portés correctement pendant 15 heures par jour, donc il y a des impacts pratico-pratiques qui sont des fois quasiment insolvables. C'est par exemple, imaginez partir en vacances et aller au bord de la mer. Et on voit qu'il y a des difficultés à aller faire une journée spa. Rien que ces aspects-là amènent des difficultés. Et au bout de plusieurs mois, on va observer que l'homme sera contracepté quand il aura à peu près environ moins d'1 million de spermatozoïdes par millilitre. Donc, à ce niveau-là, on a des études qui sont faites sur le slip contraceptif, mais pas encore assez pour pouvoir avoir des méthodes qui soient accessibles. Il y a des médecins, j'avais parlé à Toulouse, qui ont breveté leur propre slip contraceptif, mais c'est leur slip à eux pour l'instant, et actuellement, il n'y a pas cette possibilité-là. Un des freins de la méthode, c'est qu'il faut faire un spermogramme à 1 mois, à 6 mois, à 3 mois, 6 mois, puis il faut répéter, puis après on pourra peut-être espacer. Et ces spermogrammes sont actuellement en Suisse relativement extrêmement chers. Et il y a ce frein à devoir trouver des solutions. Santé sexuelle suisse actuellement est en train de pencher sur la question et voir ce qui se passe dans les différents cantons. Sur le canton de Vaud, on est en train de se mobiliser à Profa, ça se mobilise également à Genève, à Bienne, etc. Donc, il y a une synergie dans ce sens-là. La deuxième méthode qui existe au niveau thermique, c'est ce qu'on appelle l'androswitch. C'est un anneau que l'homme va se mettre, il passe ses testicules et son pénis à l'intérieur, et ça va avoir le même effet. Par contre, aucune étude pour l'instant n'a été menée avec cette androswitch. Elle vient de commencer il y a quelques mois, donc on va attendre les résultats.
pour pouvoir ensuite se positionner et puis pouvoir permettre peut-être de pouvoir mettre ouvrir l'accès à ces méthodes de contraception masculine. Aujourd'hui, qui s'intéresse à ces méthodes? Eh bien, ce ne sont pas vraiment les jeunes, ce sont plutôt des hommes d'un certain âge qui ont été sensibilisés aux questions de la contraception de leur partenaire féminine et qui veulent à un moment changer quelque chose à ce niveau-là et qui ne sont pas assez âgés pour encore envisager la stérilisation masculine. Qui est une autre étape. Ça reste donc la dernière contraception masculine dont on n'a pas parlé, c'est la stérilisation, qui est finalement sous nos latitudes très peu utilisée par les hommes. Il y a d'ailleurs plus de femmes qui font une stérilisation que d'hommes. Contrairement à d'autres pays, comme des pays d'Amérique latine, où on retrouve un certain nombre d'hommes qui vont se faire stériliser. Pourquoi? Parce qu'ils se retrouvent pères beaucoup plus jeunes, que l'aspect financier entre en ligne de compte et que évidemment, il faut que ça s'arrête. Donc, et plus d'hommes le font, plus aussi ça casse les tabous qu'on peut avoir avec ça. Et le tabou numéro 1 qu'on a avec la stérilisation, c'est la peur de la perte de la virilité qui n'entre pas en ligne de compte. Une fois qu'on les a rassurés sur ces questions-là, ça peut être une possibilité. Dernièrement, je me suis un petit peu intéressée à la question des désinfectants qu'on utilise tous les jours. Et dans ces fameux désinfectants, il y a des substances qui sont des ammoniums quaternaires. Puis quand j'ai cherché un peu les effets de ces ammoniums quaternaires, qui sont des perturbateurs endocriniens, j'ai découvert qu'ils étaient en fait beaucoup utilisés comme spermicides. Et du coup, ça m'a pas mal questionnée en me disant, ben voilà, on utilise ça comme spermicide, mais c'est aussi des perturbateurs hormonaux. Et j'ai jamais vu d'études en fait justement sur les effets qu'ils pourraient avoir à long terme, justement alors dans ce cas-là sur la fertilité masculine, parce que c'est vraiment ce que j'ai montré au départ, c'est quand même une réalité, c'est que la qualité du sperme, en tout cas des hommes en Suisse et en Europe, dans les pays occidentaux, est en baisse. Et de manière vraiment très très importante, cela pouvant induire justement des problèmes de fertilité. Donc, du coup, je me suis posé la question sur ces effets justement de ces spermicides qui eux-mêmes pourraient être des perturbateurs hormonaux en fait. Après, il semblerait aussi que finalement, si on réfléchit à cette baisse de la qualité du sperme, il semblerait quand même que ce soit aussi beaucoup pendant la grossesse que ça se passe. Et puis là, il y aurait aussi beaucoup de choses à dire sur ce qui serait intéressant, important de faire en lien avec justement la santé et l'environnement pendant la grossesse, mais c'est un autre sujet. Alors par rapport aux préservatifs avec spermicide, oui, ça existe. Ce n'est pas tous les préservatifs, mais certains préservatifs, on rajoute du spermicide dessus. Ils sont vendus tels quels. Je pense que c'est plus une sorte de plus-value marketing pour dire au cas où ça pétait, il y a du spermicide et vous êtes peut-être mieux protégé. J'en vois pas honnêtement forcément l'intérêt. Et puis en plus, avec les éléments que vous avez amenés par rapport à ce qu'ils contiennent, on en voit encore moins l'intérêt. Donc, normalement, un préservatif en latex amène une protection qui est suffisante et qu'il faut peut-être chercher d'autres aspects qui sont peut-être plus intéressants par rapport au choix du préservatif quant à la taille, à la texture, par rapport pour que la personne soit, que les deux partenaires soient confortables avec ça. Ensuite, par rapport à la question cape cervicale, alors la cape cervicale, ce qu'il faut savoir, on ne peut même plus la commander ici en Europe, elle n'existe quasiment vraiment plus. Le diaphragme, on doit le commander à l'étranger, et c'est vrai que, elle s'utilise conjointement avec un spermicide. Il y avait un spermicide qui existait il y a plusieurs années, qu'on pouvait trouver dans les pharmacies, mais même ça, il faut pouvoir le commander à l'étranger, et c'est assez contraignant dans l'utilisation, même avec des personnes qu'on voit venir très motivées. Elles vont venir, elles vont voir le médecin, il faut calculer la largeur nécessaire du diaphragme, elles vont aller le commander, revenir voir le médecin pour montrer qu'elles le mettent bien en place. Et puis ensuite, c'est toute la question des douches, du savon utilisé, avec le spermicide qui est recommandé, il y a une intolérance au savon, donc le spermicide perd son efficacité.
Et au final, on se retrouve dans une population jeune rapidement avec un abandon de la méthode. Et on a quand même des personnes qui ont une sexualité alors plus occasionnelle, plus âgées peut-être, qui vont peut-être encore l'utiliser, mais ça reste compliqué. Et là, c'est la loi du marché. Moins vous avez de gens qui l'utilisent, moins on le trouve facilement. Et puis maintenant, on est contraint de commander ça à l'étranger. Il faut envisager la stérilisation comme quelque chose qui va être irrévocable. Donc la subtilité, elle est où? Elle est que si une personne décide de changer d'avis, il y a moyen des fois de récupérer, mais plus les mois passent, plus le temps passe, moins ce sera probable. Donc, ça voudrait dire que si 3 mois plus tard, je décide de me faire une stérilisation, 3 mois plus tard, je change d'avis, c'est peut-être que le choix que j'avais décidé à ce moment-là n'était peut-être pas un choix qui était vraiment bien éclairé, bien appuyé. Peut-être que ça pouvait aussi tenir compte par rapport à une réalité relationnelle qui fait que. Mais dans l'idée, c'est vraiment, il faut partir dans cette idée-là parce on est persuadé à 100% qu'aujourd'hui, demain, dans 6 mois, dans 1 an, dans 10 ans, on n'aura plus l'envie d'avoir un enfant. Mais scientifiquement, c'est juste ce que vous dites. Il y a des fois, on peut quand même récupérer sa fertilité, mais c'est pas forcément du 100%. Enfin, c'est pas du 100%. Je crois qu'au bout de 3 mois, on est à 70%, puis ça descend ensuite. J'ai plus trop les chiffres en tête, mais ça descend assez rapidement. Pour la femme, c'est plus lourd, c'est clair, puisqu'il y aura une narcose et qu'on va ligaturer les trompes. Donc après, au niveau de la méthode, c'est empêcher en fait compte que l'ovule passe et vienne dans les trompes. Les spermatozoïdes ne pourront pas rencontrer et ça fonctionne extrêmement bien. Pour l'homme, on va être avec une anesthésie qui peut se faire localement. On va passer par l'extérieur, on fait une mini coupure dans le scrotum pour atteindre le canal déférent et clamper le canal déférent qui va empêcher en fait contre les spermatozoïdes de pouvoir venir. Peut-être que vous avez entendu parler de la méthode Switch en matière dans ce domaine-là. C'est une méthode qui a été créée maintenant il y a de nombreuses années, je veux dire 5-6 ans, qui consiste en fin de compte, au lieu de clamper complètement, c'est de mettre un dispositif qui permet d'ouvrir et de fermer. L'homme peut appuyer sur un bouton. C'est assez particulier quand on voit les images, de comprendre comment finalement dans le corps ça se fait. Mais d'être en mode on, je peux avoir des enfants et me mettre en mode off et au bout effectivement d'un certain nombre d'éjaculations de devenir stérile. Enfin, stérile. Contracepter pour ensuite recommencer. Cette méthode, finalement, avance très peu. Pourquoi? Parce qu'il y a un coût qui est je crois, de $1 500, parce que c'était les prix américains quand on en parlait, très invasive, mais qui a cette possibilité, effectivement, d'avoir Après, moi, je me pose toujours la question et personne n'a jamais pu me donner la réponse. Quand vous avez une lampe qui pète dans votre salon et vous appuyez sur la lumière, après, vous ne savez jamais si vous êtes allumé ou pas. Alors, comment est-ce qu'on fait quand on a ce dispositif qui est en place pour savoir est-ce que je l'ai appuyé dessus, je suis en mode off ou je suis en mode on? Donc là-dessus, c'est pas très clair par rapport à ça avec les informations qu'on a pu recevoir. Je pense que je suis la plus âgée de ce Zoom. Donc, quand vous parliez de cours d'éducation sexuelle à l'école, moi, j'en ai pas eu. Donc, voilà. Donc, des changements, il y en a eu beaucoup depuis mon époque, on va dire. Maintenant, je dirais que c'est la première fois qu'on m'interpelle sur ce sujet-là. Moi qui viens de l'environnement, en fait. J'étais assez contente que Sarah me pose la question si je voulais participer, même si je me demandais quand même depuis le début ce que j'allais bien pouvoir apporter. Et j'espère que ça se fera de plus en plus parce que je pense qu'il y a des liens évidents, mais c'est encore très, très peu
voilà, c'est des liens qui sont très, très peu faits, ou alors justement très vite avec la question de la pollution, combien de serviettes on utilise, qui vont être jetées, etc. Alors que je pense qu'il y a des enjeux qui sont beaucoup plus larges, parce que c'est vrai que aussi, on parlait avant de plaisir, on parlait avant de se connaître soi-même. Je pense que si on est mieux avec soi-même, on est aussi mieux avec son environnement, donc tout ça est en lien aussi. Donc voilà, je pense qu'il y a vraiment en tout cas pour le futur, plus de liens à créer entre ces aspects environnement qui paraît toujours extérieurs à nous-mêmes, alors qu'en fait, on en fait partie et puis voilà, qu'on devrait traiter ensemble. Mais voilà, on avance lentement, comme je disais. À mon époque, moi, j'avais utilisé mon argent de poche pour aller m'acheter un livre pour savoir comment ça marchait. Donc, Nous, je ne crois pas qu'on ait vraiment de questions claires, disant comment est-ce qu'on fait pour avoir une sexualité écologique. Je dirais que c'est plutôt par thématique, une réflexion générale sur comment avoir une sexualité positive et respectueuse. Mais du coup, ça peut être en lien avec le consentement, ça peut être en lien avec justement utiliser des produits menstruels réutilisables ou des choses comme ça. Mais c'est difficile de faire une généralité parce qu'en fait, on voit tellement de classes différentes dans tous les recoins du canton avec des niveaux de scolarité différents. Donc, je pense qu'il y a des personnes qui sont... il y a un peu deux extrêmes, je trouve, depuis quelques temps, mais sur plusieurs thématiques aussi en lien avec une ouverture d'esprit sur l'orientation sexuelle et l'identité de genre, par exemple, ou avec le féminisme. Il y a des personnes qui sont pas du tout d'accord avec ça. Et puis à l'inverse, il y a des personnes qui sont très très informées, qui suivent tous les comptes Insta possibles et imaginables, qui utilisent un langage inclusif et respectueux, etc. Et du coup, il y a un peu les deux voies en parallèle. Mais il y a pas, je crois qu'il y a une tendance générale. Je trouve que ça dépend beaucoup du niveau d'éducation, niveau de scolarité et puis du type de formation. J'ai vu sur tes slides, vous parliez de flux instinctif, c'est ça? Puis en fait, je me demandais à quel point c'est utilisé dans la pratique et qu'est-ce que c'est aussi. Enfin, j'ai une idée de ce que c'est, mais je suis pas sûre. Et du coup, et aussi à quel point c'est utilisé. Alors, ce que c'est d'abord, c'est l'idée en fait de contrôler le flux de ces règles, donc d'avoir une conscience du fonctionnement de son périnée et de pouvoir en fait retenir les règles jusqu'au moment où on va aux toilettes et puis en fait comme on fait pipi ou on fait caca, de relâcher à ce moment-là le flux des règles. À quel point c'est utilisé? Je ne sais pas du tout. À ma connaissance, je ne sais pas s'il y a une étude en fait qui a été faite là-dessus. Mais disons que nous, on n'a pas forcément, les gens ne vont pas forcément venir nous dire comment ils gèrent leurs règles à titre individuel. Donc, je ne sais pas, il faudrait voir s'il y a une étude là-dessus, mais je serais surprise qu'il y ait une étude là-dessus. C'est intéressant pour l'aspect de bien connaître son corps. C'est intéressant pour un aspect écologique, mais il faut pouvoir avoir des toilettes à disposition. C'est pas si évident. Donc, ça peut être intéressant de s'entraîner à la maison, par exemple, ou peut-être de choisir des moments comme ça où le faire. Mais en tout cas, je dirais que les personnes qui s'intéressent à ça, c'est surtout dans une optique de se reconnecter au fonctionnement de son corps. Un peu comme la sympothermie, finalement. Comme l'a dit Nathalie, effectivement, peut-être que c'est le début de questionnement, c'est peut-être le début aussi d'autres occasions de rencontrer aussi ces champs des fois qui travaillent de manière l'une à côté de l'autre, mais qui ne se rencontrent pas forcément. En tout cas, nous, on était très contents de pouvoir aborder cette thématique de la santé sexuelle et de l'écologie, de la durabilité. C'est vrai que pour nous, services de santé, on y voit des intérêts communs aussi, pas seulement dans des objectifs du développement durable qui ont été émises, mais finalement dans la pratique de tous les jours. Et puis, cette table ronde était peut-être le début d'un discours, d'une réflexion commune par rapport à ces thématiques qui peuvent se rejoindre et finalement qui peuvent aussi s'enrichir l'une l'autre. C'était aussi l'objectif de cette rencontre, finalement, de pouvoir imaginer des bénéfices communs
pour la santé sexuelle et pour l'environnement, avec aussi des éléments comme Alain disait, l'élément du plaisir, mais finalement des éléments faciles auxquels on peut facilement adhérer parce que c'est aussi finalement quelque chose qui est un garant d'adoption de comportements qui vont perdurer sur le moyen long terme. On vous salue avec Sarah et puis on vous remercie infiniment pour votre participation active et puis pour les éléments que vous avez amenés. Puis on espère que ça a pu vous amener quelques pistes de réflexion, quelques pistes d'interrogation. Ça nous convient aussi.